spécial sur la rencontre d'engagement patriotique de jeunes sur le thème « Que pense la jeunesse pour la construction d'une 4e République ». Chers présidents des conseils provinciaux de la jeunesse, chers présidents des conseils urbains et territoriaux, chers leaders des mouvements et associations de jeunes, distingués invités, chers jeunes. Permettez-moi, avant de commencer mon propos, de remercier les dieux tout-puissants, maîtres des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous a faite de nous retrouver pour ces échanges inédits. Durant 3 jours, nous avons été attentifs face aux exposés relatifs à la question d'intérêt national qui touche à la vie et aux devoirs de notre pays, la République démocratique du Congo. Je tiens vivement à remercier les différents intervenants qui nous ont honorés par leur présence et leur expertise. Leurs exposés magistraux basés sur la pratique nous ont permis d'avoir une vision globale sur les fondamentaux de la Constitution du 18 février 2006, y compris les motivations de sa réforme. Je remercie sincèrement les délégués venus de toutes les provinces de la République d'avoir rehaussé de leur présence à cette rencontre d'engagement patriotique, nonobstant les difficultés et embûches rencontrées. Que pense la jeunesse pour la construction d'une 4e République? Tel a été le thème pertinent au cœur d'un débat houleux entre jeunes pendant ces 3 jours. En effet, la question de la réforme constitutionnelle implique au plus haut point la jeunesse dans la mesure où celle-ci représente à elle seule plus de 75% de la population congolaise. Pour rappel, lors de mon discours d'ouverture de ces assises, j'avais souligné que la Constitution n'était pas qu'un tas d'articles au service des juristes ou des constitutionnalistes. Par contre, elle est l'âme, les tempéraments, l'agir et les habitudes d'un peuple. C'est ce qui nous constitue et nous construit. Elle doit par conséquent répondre aux aspirations idéologiques et philosophiques du peuple. Elle n'est pas immuable, moins encore une tente dressée pour le sommeil. Elle doit s'adapter aux besoins et réalités de la société. C'est ici l'occasion de saluer le courage et l'audace républicaine du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir lancé ces débats rénovateurs sur la réforme constitutionnelle. Et la jeunesse congolaise dans son ensemble s'est appropriée de cette question d'actualité en vue d'apporter sa contribution non négligeable à l'action publique en saisissant l'opportunité de participer directement dans la construction d'une société meilleure que nous voulons tous. Oui, la jeunesse congolaise est fondamentalement d'accord pour la construction d'une 4e République qui passe non pas par la révision de la Constitution, mais plutôt par le changement de cette dernière. Car 18 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, celle-ci a montré ses limites et ses faiblesses, devenant inadaptée aux réalités et enjeux de l'ère. De ce qui précède, la jeunesse congolaise propose ce qui suit. La réforme institutionnelle, passant par la suppression de certaines institutions bidétivores, entre autres les assemblées provinciales, le Sénat,
La suppression également de certaines institutions d'appui à la démocratie telles que les conseils économiques et sociaux, les conseils national de suivi des accords, la commission nationale indépendante et remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. 2. L'instauration du régime présidentiel avec un exécutif monocéphale. 3. Les élections du président de la République au suffrage universel direct à 2 tours afin de renforcer sa légitimité. 4. L'encadrement du multipartisme avec 2 ou 3 courants politiques, notamment la gauche et la droite, ou soit les libéraux, les socialistes et les capitalistes. C'est une réforme majeure pour lutter contre la recrudescence des partis politiques sans idéologie. 5. L'institutionnalisation du principe de la représentativité de la jeunesse à tous les niveaux du pouvoir et de prise de décision. 6. La consolidation de la mise en œuvre effective de la décentralisation en vue de renforcer le développement. 7. La définition et l'instauration d'un modèle économique national qui répond aux défis et booste le potentiel et dotation naturelle de notre pays. 8. La réforme du système éducatif national au regard des enjeux sociaux, économiques, technologiques, culturels et mondiaux, en passant par la gratuité de la formation professionnelle et l'octroi obligatoire de bourses d'études aux jeunes. C'est pourquoi nous lançons un appel au pouvoir public, à la société civile, aux communautés et à toutes les personnes éprises de paix, de justice et d'amour, de travailler ensemble pour soutenir la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de donner à notre cher et beau pays les raisons de croire et d'espérer. Ainsi, le Conseil national de la jeunesse, à travers sa représentation dans l'ensemble du territoire national, sa proximité avec la population, sa capacité de mobilisation des masses, a des atouts qui les prédisposent à jouer un rôle moteur dans cette démarche. Pour rendre notre action pérenne, nous envisageons dans les prochains jours de lancer une campagne de sensibilisation pour la construction d'une 4e République dans toutes les 26 provinces avec comme message clé: une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise venue de toutes les provinces. Que Dieu vous bénisse. Merci. Les jeunes qui sont venus de toutes les provinces de la République, constituant en délégation un président provincial urbain et les présidents territoriaux de jeunesse, mais également aussi les délégations, notamment des forces vives comme la société civile et d'autres structures en caractère national. Nous avons émis le vœu de participer d'une manière active et considérable à la question qui touche à notre existence comme étant un État. Et que nous avons pensé qu'il est impérieux de pouvoir aspirer, réfléchir
imaginer un Congo meilleur dit de la 4e République. Nous sommes ici pour réfléchir sur la 4e République. Comment nous voulons à ce que cette République soit. Sur son plan politique, économique, sécuritaire, socio-économique, culturel, mais aussi en relation avec le reste du monde. Parce que avec les jeunes, nous avons réfléchi, nous avons compris que la Constitution n'est que l'ensemble des aspirations d'un peuple sur les aspects que je venais d'énumérer tantôt, pour enfin définir une mode de vie commune. Et que, en passant en revue l'actuelle Constitution, la jeunesse s'est résolue. Et dire que non seulement elle nous a été imposée, mais aussi ne reflète pas les aspirations de notre peuple. Mais au-delà de ça, nous l'avons défini non comme étant un document rigide, mais qui évolue avec le besoin du peuple et qui peut connaître un changement à tout moment. Et cette nouvelle génération se décide de réfléchir sur la 4e République. Et qui, après cette séance de présentation de rapports en panel et votre speech, cela va nous permettre de nous retirer à huis clos pour pouvoir présenter une déclaration finale ou un rapport final de nos travaux des 3 jours ici au centre Teresa Luna. Et que nous voulons à ce que cette déclaration soit en même temps un document qui va permettre à la nouvelle commission qui sera mise en place dans les prochains jours, selon la promesse du chef de l'État, également un apport de la jeunesse. Nous avons bâti notre réflexion sur 3 marches. Le contexte d'élaboration de notre Constitution, le fond et la forme de cette loi mère, cette loi fondamentale. Et cela nous a permis à pouvoir s'éclater sur plusieurs aspects et se convenir sur un modèle d'une république que nous voulons. Et pour la commission PAJ, nous avons retenu que la jeunesse permet de redéfinir la république sur sa forme. Et nous avons opté pour un État unitaire fortement décentralisé avec les conditions sociologiques de notre pays, mais également aussi la position stratégique dans la sous-région. Et au-delà de ça, nous avons également aussi sur le plan du régime politique estimé qu'il serait important d'adopter un régime présidentiel, mais il nous donne accès à la création, à la suppression de la vice-primature et à la création d'une vice-présidence, et qui celle-ci sera élue sur la même liste que le président de la République, pour permettre l'efficacité de l'action et donner le plein pouvoir au chef de l'État comme étant le seul répondant au peuple. Et à ce qui concerne
l'aspect institutionnel, il était important pour nous de pouvoir résoudre la problématique liée à la capitalisation de notre économie ou de nos ressources par le fait d'annuler certaines structures institutionnelles qui sembleraient être budgétivores et parfois redondantes dans la vie de notre société. Et il s'est résolu par nous de pouvoir avoir l'institution président de la République, l'institution Parlement monocaméral, les cours et tribunaux étant une institution, ainsi de suite. Et nous avons également aussi parlé dans la commission ECOFIN. Là, il était question pour nous de répondre à la problématique de la vie des institutions pour capitaliser les ressources afin de les affecter dans le secteur pourvoyeur du développement. C'est conclu à notre rapport ici qu'il est important de supprimer certaines institutions, notamment les assemblées provinciales, les assemblées provinciales, mais également aussi redéfinir la politique sur le plan d'administration, ramener les pouvoirs à l'administration pour enfin avoir un gouverneur nommé par le président de la République et qui va travailler directement avec les chefs de division. Parce que nous estimons qu'au regard, en faisant une étude comparée avec la vie des autres nations, notamment les États-Unis, où la politique américaine est posée sur son administration. Et qu'ici, chez nous, l'élément qui freine le développement s'avère être la politique en soi. Par le simple fait que quand un politicien est nommé ministre, en venant, il n'y a pas la continuité des affaires de l'État, mais il y a ce qu'on appelle table rasa. Hier, je suis ministre, initie un programme, un projet sur Matembele, Tolamba, Tolia, et une fois qu'il y a remaniement, le projet en cours d'exécution, c'est lui qui vient après moi et dit Matembele, Tolamba, Tolia n'était pas bon, Tocha Matembele, Bachamizo. Je reviens à dire que vous comprendrez que ça fait freiner la société à se développer parce que la société se développe suite aux idées et aux idéaux. Et sur ce, nous avons compris qu'il était important pour un développement à la base que les chefs de l'État aient le pouvoir de nommer le gouverneur et que ces gouverneurs trouvent leur socle politique au niveau de l'administration. Et que les politiques ne soient là que comme étant le manager, mais que la politique générale du pays soit définie sur son administration. Nous avons également attaqué les émoniments des députés. Vous étiez hier, et que vous ayez des salaires, des monuments, nous pensons à un jeton de présence. Et là, nous nous sommes inspirés à la société chinoise. Tout ça, c'est pour permettre au sens patriotique d'œuvrer et de devenir une réalité. Au lieu d'amasser beaucoup d'argent pour soi, il faut qu'on travaille pour le peuple et pour la nation. Et il était aussi question ici de pouvoir
revoir la taille des élus de l'Assemblée nationale. Nous sommes résolus et il n'est pas toujours important d'avoir 500 députés pour 500 sièges. Pourquoi pas redéfinir la politique des élections pour avoir ne fût-ce qu'un seul représentant par territoire, par ville et par district. Pour dire que nous avons un parlementaire pour un territoire, un parlementaire pour une ville, un parlementaire pour district et opter un chef coutumier par province. Donc le total nous fera d'une manière ramassée 200 quelque chose de représentants du peuple dans cette chambre, qui déjà fait mention de la suppression de la chambre haute aussi longtemps que les assemblées provinciales sont annulées. C'est ça, d'une manière succincte, la réflexion de la jeunesse réunie ici pour une 4e République soutenue. Et l'occasion faisant de la ronde, nous sollicitons votre implication et votre indulgence dans la vulgarisation et dans la promotion de cette position de la jeunesse, et surtout par l'utilisation de ces jargons, la 4e République. Et que cela n'était qu'un résumé pour vous permettre d'avoir la température de la salle et vous donner une orientation sur ce qui attend cette jeunesse qui est devant vous. Je disais ceci, j'étais encore dans la formule protocolaire. Je suis président du conseil. Messieurs et dames, distingués invités, en vos titres et qualités respectives du protocole observé, ça ferait une omission coupable de ma part si je n'ose pas d'entrée de jeu à remercier infiniment le Conseil national des jeunesses pour le choix porté sur mon humble personne, mais en même temps pour l'opportunité qu'on m'offre cet après-midi à discuter avec la jeunesse congolaise autour d'une question fondamentale et existentielle. Une question à la fois mobilisatrice et évocatrice, à savoir quelles sont les exigences de la jeunesse congolaise pour la révision ou pour le changement de la Constitution. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il s'agit évidemment de la question portant sur les basculements vers la 4e République. Et donc, il y a une évolution notable. C'est comme ça, je ferai un effort de sortir de l'architecture que j'ai préparée. Une architecture pédagogique sur la question du changement, de la révision et même de la Constitution. Je vais aller droit au but en abordant la question du changement. Mais avant d'en aborder, je voudrais à titre pédagogique revenir sur 3 considérations. La première considération, je voudrais échanger avec les jeunes sur ce qu'on entend par la Constitution. On peut tout dire. Si on ne sait ce que c'est la Constitution dans son aspect formel, matériel et substantiel, tout le débat engagé sur la Constitution est un supplice détental, c'est-à-dire de la peine perdue. Deuxième considération, je vais échanger avec vous très rapidement parce que vous êtes sur le changement. Je vais échanger avec les jeunes sur, pour dissiper tout malentendu théorique, sur
sur la question de la révision. Quelles sont les conditions, les formes requises en droit constitutionnel pour réviser une constitution. Et en fin de compte, je vous donnerai la magie qui va vous permettre d'avoir des éléments techniques sur le changement de la Constitution. Parce que il est facile de proposer ce que vous avez dit. Encore faut-il que ce que vous proposez soit conforme au droit constitutionnel. Parce que ce que vous dites énerve le droit constitutionnel, ça veut dire que vous êtes dans une approche de coup d'État constitutionnel. Ce qui est très dangereux. Je vais vous donner la magie, ça veut dire les éléments techniques, les outils, des langages qui puissent vous permettre, aussitôt conclu ici, à soutenir avec aisance vos prétentions et les options fondamentales que vous avez élevées. Parce que ce que vous avez dit, ce sont des prétentions de forme. Mais derrière ces prétentions de forme, ou les options fondamentales, il y a des questions de forme qui sont des questions de droit. Ce sont des préalables indéniables, sans lesquels tout ce que vous dites est tout faux en droit. Commençons par la notion de la Constitution. Beaucoup parlent de la Constitution sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. C'est là où le débat perd son intérêt, son éclat. On tente de discuter sur la Constitution alors qu'on ne l'a jamais lue. On propose des changements de textes qu'on n'a jamais vus, dont on a vu peut-être la couverture. Si je me vertue à un exercice ici, je vous pose la question, la Constitution, combien d'articles? Très peu s'en sortiront. Il y a quelqu'un qui a dit 26. Un instant, on y va. La Constitution, combien de titres rapidement? Ah? Combien de chapitres? Un instant. Déjà, il y a un problème. Alors, on le peut bien, je suis en train de vous donner les outils pour la discussion de demain. On peut discuter d'un changement ou d'une révision lorsque préalablement on maîtrise les textes qu'on veut réviser ou changer. Parce que toute nouvelle constitution, disait un auteur, je cite Michel Tropel, énonce implicitement les principes des renversements des constitutions qui les défendent, ou du texte constitutionnel qui la défend. Et donc, toute nouvelle constitution est un procès directement intenté contre la constitution en vigueur. Alors il faut y déceler des griefs, et des bons griefs, avant d'arriver au changement. La question de la Constitution, on peut en discuter, c'est une de ces autres questions sociétales, mais faites très attention. C'est une question technique, éminemment technique. C'est comme ça, il y a un professeur, je cite mon aîné, André Mbata, je le soutiens, qui disait que tout licencié en droit n'est pas juriste. Et tout juriste n'est pas constitutionnel. Attention. La Constitution n'est pas ce qu'on voit. La Constitution est un texte sacré. C'est le construit national qu'on peut déconstruire sans nous déconstituer littéralement. La Constitution est une charte sacrée qu'on ne peut toucher qu'avec des mains tremblantes. Par métaphore, la Constitution, moi je la compare parfois à une femme mariée. Vous savez qu'une femme mariée est toujours investie en soi d'un interdit. C'est-à-dire une femme mariée, en principe, on ne la touche pas. On ne peut la toucher que pour juste motif. Et pour y toucher, il faut en être gynécologue. Lorsqu'on n'a pas l'art de la gynécologie, la manipulation de doigts. Attendez, je vais venir où vous êtes. On ne peut pas toucher une console, mais même quand on est gynécologue, s'il vous plaît, il y a des parties interdites.
interdites qu'on ne peut pas toucher, sous peine de poursuites pénales. Et donc, nous devons faire très attention, parce que, étymologiquement, je peux me lever pour que ceux-là qui sont derrière me voient. Latin constituere, qui signifie ce qui est constitué. Est-ce que vous me suivez? Oui, très bien. Ce qui est fixé dans la durée. On va revenir sur la 4e République, soyez tranquille. Je suis en train de poser les fondements de l'architectonie. Je vais poser. N'ayez pas peur. Tous nous sommes du même bord politique, oui ou non? Oui ou non? Oui. N'ayez pas peur, c'est juste un fondement. La Constitution, c'est ce qui nous constitue, j'avais dit, c'est le construit national, constituer. En d'autres termes, la Constitution, c'est l'expression d'un tout qui réunit un ensemble et passe. Là, en d'autres termes, si vous voulez bien, autrement dit, la Constitution, c'est la constitution des différentes particules du puzzle. Voyez-vous, lorsqu'on déconstruit une partie du puzzle, c'est tout un chanson qui s'écroule. Et donc, si vous voulez proposer, je crois que c'est la tendance majoritaire aujourd'hui, un changement de la Constitution, vous devez d'abord commencer à savoir avant d'aller à la télé. Sinon, vous allez vous faire la honte. Vous devez savoir d'abord qu'est-ce qu'est une constitution. À quoi sert une constitution dans un État. Une constitution, c'est un ensemble de règles au sens définitionnel qui fixe les mécanismes d'établissement, d'exercice et de dévolution du pouvoir dans l'État. Mais dans une approche plus moderniste, la Constitution vise aussi la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, rien de plus. Voilà. Sur le plan formel, la Constitution, c'est un texte obligatoire. Disait un auteur CIS ou sénérien. Ce texte est élaboré suivant une procédure spéciale et modifié suivant une procédure spéciale. Sur le plan formel, la notion de la Constitution vise le contenant et non le contenu. Mais sur le plan matériel, on doit avoir la même approche. La Constitution ne vise pas le contenant. Ça veut dire que les textes constitutionnels. La Constitution vise un ensemble de matières ou un groupe de matières qui débordent le cadre étroit du texte constitutionnel. En France, par exemple, il existe ce qu'on appelle la notion du bloc de constitutionnalité, qui crée une différence entre la constitution formelle et la constitution matérielle. Le bloc de constitutionnalité vise un ensemble de règles et de principes auxquels le juge constitutionnel s'appuie comme référentiel pour assurer le contrôle de constitutionnalité. Donc quand vous allez en France, la Constitution n'est pas que les 89 articles de la Constitution du 4 octobre 1958. La matière constitutionnelle déborde. Ça touche même le préambule de la Constitution de 1946. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. La Charte de l'environnement de 2004. Les principes fondamentaux particulièrement nécessaires à notre temps. Ainsi qu'on appelle les principes à valeur constitutionnelle. Ainsi que les principes politiques, sociaux et économiques. Voilà structurellement ce qui peut contenir le background d'une constitution matérielle. Mais sur le plan substantiel, c'est là où on va sortir, créer des créneaux d'analyse pour une 4e République. Sur l'échelle. Parce que le débat doit commencer dans la constitution substantielle.
La conscience substantielle n'est rien d'autre qu'une vision matricielle, n'est-ce pas, de l'État saisi comme projet de vie, en français facile. Sur le plan substantiel, la Constitution est considérée comme étant un ensemble des principes, des idéaux fondateurs d'une société politique qui est enracinée dans un ensemble culturel. C'est-à-dire que la Constitution, c'est des textes dans lesquels la communauté politique discute sur son avenir, sur son existence. En réalité, la Constitution sur le plan substantiel nous renvoie à l'idée d'une Constitution miroir. C'est la question que je vais vous poser. C'est-à-dire, sur le plan substantiel, lorsque vous lisez la Constitution, vous devez avoir un reflet miroir. C'est-à-dire que vous devez vous représenter exactement dans l'écriture des textes constitutionnels. Quelqu'un a dit ici que cette Constitution a été élaborée par les étrangers. Oui ou non? Oui. Il y a quelqu'un qui a dit ici que cette Constitution a connu une part importante de l'expertise extérieure. Ça, c'est une évidence. Mais quand vous lisez cette Constitution, sur le plan des aspirations profondes comme peuple, est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver dans cette Constitution? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et que vous allez y réserver une réponse adéquate. Ceci dit, si sur la première considération, nous nous sommes mis d'accord sur ce qu'on peut entendre par Constitution, sur la deuxième considération, je voudrais m'entretenir avec vous sur la notion de la révision. Établir des petites différences. Je ne serai pas très prolixe. Je vais tenter d'être litote. Je parle peu, mais je dis beaucoup. Faisons attention de ne pas tomber dans le piège de la facilité. Quoi qu'il est possible de changer la Constitution en la révisant. Cette opération-là en droit constitutionnel est techniquement proscrite. Parce qu'aucune constitution au monde ne renferme en soi les germes de sa propre destruction. C'est-à-dire qu'il est juridiquement interdit d'envisager une entreprise de changement de la Constitution en se fondant sur les techniques de révision qui sont prévues à l'article 218 de la Constitution. Est-ce que je me fais bien comprendre? Autrement dit, le condition, le forme de révision de la Constitution du 18 février 2006, cette Constitution, le condition, le forme de révision de cette Constitution sont prévus par elle. Donc on ne peut outrepasser les règles qui sont fixées à l'article 218, de peur qu'on puisse tomber dans une fraude à la Constitution. Ceci dit, le peuple qui est à l'article 5 et le peuple qui est à l'article 218, sur le plan technique, vous devez le retenir dans le cadre de notre débat, ce peuple-là n'a pas le pouvoir de changer la Constitution. Est-ce que c'est clair? Je me répète. Le peuple qui apparaît à l'article 5, à qui la Constitution reconnaît la souveraineté. Faisons très attention dans le débat, dehors. Et le peuple qui modifie la Constitution à l'article 218, ce peuple-là, ces deux peuples ont une nature juridique identique. Ce sont des peuples constitués. Il y a même un auteur qui va plus loin qui dit que ce sont des acteurs de la Constitution qui n'ont aucune autorité de chamboulement, de renversement de l'ordre constitutionnel. Parce que le peuple qui est à l'article 5 est différent du peuple qui est allé au référendum. Le peuple qui est allé au référendum, c'est celui-là, oui, il est différent techniquement. C'est une fiction juridique. C'est de la magie. Je vous ai dit, on partage la magie. On pose la question comment ça. En fait, le peuple en droit constitutionnel est différent de la nation. Tout comme la nation est différente de la population.
Ici, je parle du peuple, élément statique de la nation. Le peuple qui est allé au référendum, il s'appelle pouvoir constituant originaire. Le peuple qui modifie la constitution, techniquement, s'appelle pouvoir constituant dérivé. Et donc, le peuple qui dispose d'un pouvoir autonome, initial, inconditionnel, c'est le peuple qui crée l'ordre constitutionnel. Aussitôt qu'il crée l'ordre constitutionnel, il se met à l'écart. Il laisse le peuple qui est fixé à l'article 5. C'est le même peuple qui est fixé à l'article 18 de jouer le jeu, autant que tous les autres pouvoirs constitués. C'est comme ça même lorsque l'initiative des révisions constitutionnelles émane du peuple qui apparaît à l'article 218, la doctrine admet que les lois constitutionnelles qui pourront découler de cette entreprise de révision peuvent être susceptibles de contrôle de constitutionnalité par les juges constitutionnels. Mais par contre, le peuple qui a constitué, lui, son pouvoir n'est soumis à aucune autorité. Et d'ailleurs, en France, ça a été tranché en 92, dans un arrêt célèbre, Marc Truchdet, où le juge constitutionnel français a dit que le peuple qui établit est un peuple souverain. Il n'est soumis à aucune autorité. Ce peuple-là, en réalité, c'est un fait juridique, un fait. Il n'est pas soumis au droit. C'est de ce peuple dont vous parlez tout à l'heure. Le peuple du dehors. Je parle de la théorie du peuple du dedans et du peuple du dehors. Le peuple du dedans ne peut que modifier la Constitution. Le peuple du dehors, lui, peut changer la Constitution par un mécanisme qu'on appelle la révolution. Mais attendez, ce peuple intervient dans le cadre de la révolution que lorsqu'il y a vide juridique. Il ne peut pas intervenir dans le cadre de la révolution lorsque l'ordre constitutionnel en vigueur est opérationnel. Lorsqu'il intervient, pour que sa procédure soit saine et conforme au droit, le président de la République devra instituer ce qu'on appelle une constituante. Comme un peu aux États-Unis, hein, avec la constitution du 17 septembre 1787, les Américains ont institué une constituante. Ils ont désigné des délégués. Les délégués ont élaboré la constitution du 17 septembre 1787 et l'affaire s'est arrêtée là. Parce que la constitution américaine n'est pas allée au référendum. Elle a été élaborée par voie de convention. C'est aussi un mécanisme d'élaboration de la constitution. Mais dans un cadre normal, ce peuple du dedans, du dehors, doit établir et conférer un pouvoir spécial à une assemblée constituante en amont qui élabore la constitution avec comme objet de soumettre cette constitution à son approbation. En conclusion, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, je crois que vous avez compris. Le changement d'une constitution comme la révision d'une constitution, ce sont des réalités constantes en droit constitutionnel. D'ailleurs, en droit constitutionnel, disons, une génération ne peut pas saisir une autre à ses propres lois. Même dans le cas de la modification, on a toujours dit que la révision de la Constitution ne peut pas être considérée comme un tabou inviolable. La Constitution ne peut pas non plus acquérir le statut d'une citadelle imprégnable. Parce que même les fortifications ne sont pas éternelles. Il y a un auteur intéressant, Évariste Gauchard, qui disait dans une approche systémique, il s'est posé la question si vivre l'espace adapté, dans son ouvrage Entre la révision et l'inhibition de la nation, publié aux éditions Larcier, en 2013. De cette pensée d'Évariste Gauchard et d'autres auteurs, il est évident que toute constitution est appelée à être révisée. Mais il est aussi possible qu'une constitution soit changée. Mais il faut respecter les mécanismes des changements. Si la procédure n'est pas respectée entre la constitution en vigueur et les changements, on tombe dans un coup d'état constitutionnel. Ça, c'est sur le plan de la forme. Mais si on tente aussi de changer la constitution en la révisant, là on n'est plus dans un coup d'état constitutionnel, on est dans une fraude à la constitution. On risque de croire qu'on a modifié la constitution alors qu'on l'a changé fondamentalement. Je voudrais en conclusion, en me disposant à vous pour des questions-réponses,
parce que nous ne sommes pas dans un auditoire pour aller dans beaucoup de détails. Je crois que je parle aux éminentes personnalités, aux jeunes qui aspirent à la grandeur de l'âme. Je voudrais, à la limite, fixer ces bases ici pour nous permettre d'échanger avec moi, parce que c'est un échange dans le cadre des questions-réponses. Pour vous donner des outils de déconstruction de l'ordre constitutionnel. Si j'ai évoqué la révolution, est-ce que je me fais même comprendre? Oui. C'est parce qu'il fallait vous indiquer des mécanismes, un des mécanismes admis en sciences politiques pour changer l'ordre constitutionnel, pas en droit constitutionnel. Mais si vous voulez savoir, dans la fabrique du droit constitutionnel, qu'est-ce qui peut se faire? Ce qui peut se faire, je vous ai dit aussi, peut-être que vous n'avez pas tiré l'attention. Je vous ai dit que le président de la République, comme chef de l'État et symbole de l'unité nationale, ça c'est la procédure la plus soft, la plus propre, en droit constitutionnel. Le président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais il y a une question de droit qui se pose, parce que notre dissolution n'obéit pas aux mêmes règles et principes qu'en France et en Grande-Bretagne. En droit congolais, ou positif congolais, il faut qu'il y ait une crise persistante. Mais tant qu'il n'y a pas une crise persistante, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais sur le plan constitutionnel, si vous voulez bien qu'on se mette d'accord, le président a le pouvoir, parce que c'est un nouvel ordre qui doit être établi, de dissoudre l'Assemblée nationale, d'asseoir une assemblée constituante, non souveraine, et conférer à cette assemblée constituante une mission d'élaborer la Constitution. Mais pour que la démarche soit démocratique, il faut que préalablement, les membres composant cette assemblée constituante soient dûment élus par le peuple, mandatés pour cette fin. Aussitôt mandaté, le peuple, en ce moment-là, aurait pris part à l'élaboration de la Constitution en amont, en désir. Mais lorsque cette assemblée aura fini, le peuple interviendra en aval à travers un référendum. Alors, aussitôt que cette constitution-là est adoptée au référendum, vous allez me poser la question en tant que constitutionnel, quel est le sens de cette constitution? Parce qu'entre la constitution de la constituante et le référendum, cette constitution sera en vigueur, parce que la République ne peut pas demeurer dans un vide juridique. Aussitôt que la nouvelle constitution adoptée au référendum, promulguée par le chef de l'État, toute nouvelle constitution, je vous ai dit, constitue toujours un procès contre la dévancière. Et dans la nouvelle constitution, il y aura toujours, comme dans toutes les constitutions, des dispositions abrogatoires. En droit, les nouvelles dispositions ont vocation à abroger les anciennes dispositions. Donc en ce moment-là, la nouvelle constitution aura abrogé la constitution du 10 février 2006. Et on sera en face d'une nouvelle constitution. Mais si vous ne voulez pas passer par cette voie-là, je répète, il y a la révolution, le coup d'État. Mais attention, je ne suis pas qualifié parce que je ne suis pas spécialiste en sciences politiques. Allez discuter avec des politologues. En droit constitutionnel, il est interdit d'enseigner même la notion du coup d'État aux étudiants. Il est interdit en droit constitutionnel d'enseigner la révolution. Dieu le disait dans la faculté des droits, je ne peux pas vous enseigner la notion de la révolution ni du coup d'État. Je peux peut-être, à la limite, vous donner des outils de déconstruction de la dictature. Je ne vous donnerai jamais, ne comptez pas sur moi, je ne vous donnerai jamais des outils de renversement de l'ordre établi. Merci beaucoup. Je suis venu échanger avec les jeunes autour des questions fondamentales et existentielles. Les questions que vous avez évoquées tout à l'heure,
principalement celle du changement et subsidiairement celle de la révision constitutionnelle. Comme professeur de droit constitutionnel, je suis venu éclairer la lanterne des jeunes sur le principe, les conditions, les formes, procédures, aussi bien de la révision que du changement de la Constitution. Même si la tendance qui a émergé dans la salle, c'était le changement de la Constitution pour le basculement vers la 4e République. Alors, il fallait leur donner des ingrédients des droits constitutionnels pour qu'ils sachent, dans une large mesure, s'ils veulent la 4e République, qu'est-ce qu'il faut faire en droit pour arriver à la 4e République. S'ils veulent la révision constitutionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire en droit pour que cette révision constitutionnelle ne puisse pas se transformer à une fraude à la Constitution. Et donc, je suis venu en bonne sentinelle, échanger avec des jeunes autour de ces problématiques, ces deux problématiques fondamentales qui marquent aujourd'hui l'actualité congolaise. Je tiens ici à féliciter l'engagement du chef de l'État de ne pas négocier avec le M23. Vous savez pourquoi il refuse? C'est pour que nous n'arrivions pas dans ces mêmes erreurs. Parce qu'en négociant avec le M23, nous allons faire des accords. C'est comme si toi tu négocies avec ton frère. Je ne sais pas si on se comprend. Les Nanga, ce sont nos frères, non? Nanga, c'est un Congolais. C'est pas ça? Oui. Non, c'est notre frère. D'abord, c'est notre frère. Vous comprenez? Et il estime, et d'ailleurs, certains chefs de M23, parce que la M23 s'est dit que c'est une rébellion congolaise. C'est pas ça? Prenons dans les cas que ce sont nos frères. Mais comment voudrez-vous que pour l'État, on va encore prendre nos frères là, les mettre autour d'une table négocier? Non? Il vaut mieux négocier avec l'extérieur, parce que nous tous, en tant que frères, nous avons l'obligation de garder l'intégrité du territoire national. C'est une obligation. Oui. Vous aidez? Oui. Et que ceux qui t'ont menacé, je prends un exemple banal. Nanda, moi et mon grand frère Toyo Kanate, Banguna Baïbouba Beta Papa. Tokoyoka na poto beta Munguna, Tokoyoka na Teto Mibo Mamiso Mona ke Munguna Yako Papa. Tokoyoka na Nana pour un temps, to frapper moi na maille. To bétier, Toka Kimi, Chozo, Yo Sakananga. Moi, je n'ai pas le Kofi en banga. Yo Sakana, au plateau, ce que ya Salima. Tu comprends, non? Donc, vous comprendrez que le contexte dans lequel le pays s'est retrouvé en ce moment-là a permis à ce qu'un désordre organisé soit installé et institutionnalisé. Vous comprenez? Je crois qu'ici nous sommes tous d'accord que nous pouvons adopter la forme présentée par la commission PH, qui dit pratiquement la même chose avec mon ami. C'est pas ça? Merci beaucoup. Donc le premier point est passé, nous passons au deuxième point. Le régime présidentiel adopté d'ailleurs à l'unanimité a des conséquences néfastes, notamment des conséquences qui réduiraient même le pouvoir de chef de l'État. Parce que dans un régime présidentiel, bien entendu, le président deviendra responsable devant le Parlement. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura plus la dissolution du Parlement, qu'il n'y aura plus non plus des motions de censure ou des motions de défiance. Donc, pour nous, le régime politique congolais, le présent régime n'est pas mauvais. Parce que c'est un régime, un régime considéré comme un couteau à double tranchant, c'est-à-dire lorsque le membre du gouvernement fainéante, le Parlement a le pouvoir de les interpeller, voire même de les chasser du gouvernement. Par contre aussi, si le Parlement devient un stade de boxe, comme nous avons vécu, le chef de l'État a le pouvoir de dissoudre. Donc, adopter à l'unanimité ces régimes, nous devons aussi acter ces conséquences. Je voudrais citer le roi président par rapport à la présidence. Avoir des présidents de la République, pas des présidents. Un président et un vice. Vous voulez ressusciter encore les monstres de 2006. Nous avons eu un système juridique, un système politique monstrueux de 1+4.
Et tous nous connaissons, avec 1+4, nous n'avons rien comme acquis aujourd'hui, à part les conflits. Si le pays aujourd'hui est en train d'être dépaysé, c'est parce que certains des leaders étaient présidents, parce qu'un vice-président, c'est d'office un président. Moi, je proposerais, comme le Sénat sera supprimé, parce qu'avec la constitution de 2006, tout a été préparé, le président du Sénat comme le successeur constitutionnel du président. Alors que ce dernier n'a jamais nourri en aucun jour le rêve d'être président. Pour éviter des conflits, nous pouvons sauvegarder un seul président de la République, un seul président de la République, et le deuxième, donc celui qui sera le deuxième à l'élection, sera d'office président en cas d'empêchement définitif du président en fonction. Contexte yo c'est biso 1+4 et il y a qui passe que contexte c'est qui m'a fait maintenant c'est fala qui amanda ko pesa confiance ezala qui te mutuna mutu alika ka représenter ba intérêt na ye to cha ya mo de côté aussi to adopter système kaka ndenge ki wana c'est qui cha. Nous avons maintenu l'institution président de la République. Nous avons maintenu un parlement monocaméral parce que nous avons suggéré la suppression du Sénat. On va rester seulement avec l'Assemblée nationale. Nous avons maintenu l'institution gouvernement et enfin nous avons maintenu les cours et tribunaux comme institution. Là c'est parmi les recommandations. L'Assemblée plénière peut en décider. Mais de manière générale, on avait suggéré 4 institutions classiques avec des suggestions, des propositions que nous avons, des recommandations que nous avons faites par rapport à ces 4 institutions ici. Lisez aussi les recommandations, on peut... Ok, les recommandations à ce niveau. L'idéal pour la commission était de réduire les trains de vie des institutions. Parce que nous avons compris que les institutions de la République sont budgétivores. C'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup d'argent. 60% du budget passe par le fonctionnement des institutions. Frais de fonctionnement, salaire, avantages et consommation. C'est pour cette raison que parmi les recommandations, nous avons suggéré la suppression du Sénat. Une autre recommandation, nous avons suggéré la suppression des institutions jugées budgétivores, en l'occurrence le Conseil économique et social, les CENSA et d'autres institutions. À ce niveau aussi, nous avons suggéré qu'on puisse remplacer les émoluments des députés nationaux, qu'on puisse les supprimer et les remplacer par un jeton de présence. Ceux qui plaignaient Reza, yo yété à vous foutre à l'autre côté. Ceux qui plaignaient Reza, yo yé à vous foutre à quelque chose. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à la plénière aussi qu'il y a d'autres pays où les députés ne sont pas payés. En Chine, par exemple. Parce que vous êtes censé travailler pour le peuple. Et comme représentant du peuple, vous pouvez accepter de vous sacrifier. Et si on maintient ce principe, vous verrez que beaucoup de gens vont abandonner la politique pour faire autre chose. C'est ça, c'est ce que nous avions travaillé par rapport aux institutions au niveau national. Au niveau provincial également, nous avions dit compte tenu de la corruption qui est généralisée pendant les élections de gouverneurs et de sénateurs, nous avions proposé que les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct. Parce que lorsque un gouverneur est élu par le peuple, il sera redevable devant ce peuple-là. Un exemple, quelqu'un qui peut avoir 500 000 $ ou bien $1 million,
il vient se faire élire gouverneur à Ituri parce qu'il a de l'argent. Mais il ne connaît pas la souffrance de la population d'Ituri. Mais parce qu'il a de l'argent à corrompre les députés provinciaux, il se fait élire facilement d'ailleurs. Et comme il y aura élection des gouverneurs au suffrage universel direct, et parce que nous avons suggéré la suppression des assemblées provinciales, nous avons également proposé la création d'une commission de contrôle des gouverneurs. Et cette commission, les modalités de cette commission pourront être fixées par une loi organique. Parce que la Constitution donne seulement les grandes lignes, les orientations. Mais des questions spécifiques d'une matière sont fixées par une loi organique. Et donc, ce sont ces petites innovations que nous avons voulu apporter par rapport au point relatif aux institutions politiques que nous voudrions créer pour la 4e République. Si vous pouvez juste ajouter une chose, au niveau des institutions, nous avons aussi suggéré à ce que les médias soient une institution. Et je pense que nous allons vous expliquer le pourquoi nous avons suggéré cela. Allez-y directement. Bienvenue dans la parole, distingués invités, chers jeunes, j'ai été parmi les concepteurs en groupe de la création de la 5e institution qui s'intitule l'Omédia. Pourquoi nous l'avons ainsi pensé? Nous avons pensé que l'Omédia joue un rôle prépondérant dans la société congolaise, à tous les niveaux de la vie sociale. Aujourd'hui, si nous avons la création de la loi numérique, c'est pour recadrer les potentiels délinquants qui est en conflit ou qui violent les lois de la République. C'est alors qu'appuyant cet argumentaire par un juriste penseur à la personne de Maître Mbouyi, dans le cadre juridique et institutionnel de médias congolais, ce livre intitulé comme tel, qui était publié depuis 2007, dans son introduction, il présente le média comme suit. Cette étude présente à la fois des notions brutes, qualitatives, appréciations critiques et des études sur les appréciations positives ou négatives qui ont marqué la situation de la République du Congo et le fonctionnement des stations de radiodiffusion sonore dans les provinces de la République démocratique du Congo. Dans une double approche juridique et analytique, elle présente le cadre juridique et institutionnel qui régit la radiodiffusion en République démocratique du Congo, qui peut apporter une influence prépondérante et substantielle sur le fonctionnement des autres institutions. Fin de citation. Honorable Président, distingués invités, chers congénères, j'ai pensé qu'avec la réflexion de ces éminents juristes, le média peut faire membre parmi les institutions qui peuvent constituer la chaîne de la République démocratique à cette 4e République. Je dis. C'est lui qui porte un projet de société. Alors, au Wapi, si le président, si le gouverneur est élu à suffrage universel, direct, c'est que va dire une fois après un projet de société. Donc, le chef de l'État à l'hôpital. C'est ça. Mais ce qu'Azali nommé par Moutou Azana Vision, il fait. Et pour ça, on a fait en sorte que à exécuter le projet national pour le peuple congolais et voter dans votre président. En ce moment-là, nous autres, que chef de l'État, totalement et pleinement redevable. C'est ça. Ok, c'est bon. Il y a un lobby, il y a un lobby pour voter. Pour voter dans notre ok, je dis ceci. Banani Baza d'abord contre on appelle si le
Parce que tous sommes dans la changa. Oui, président, merci. Namoni, Oyebimbo Kanabiso, ceux qui va passer par président, pouvoir à nommer, pour intégrer à tribalisme pour les candidatures. C'est parce que tout le monde a dit pour nommer le gouverneur, ceux qui est pas chef de l'État, au moment où on a joué dans la partie politique, dans la majorité dans l'opposition. Or, ce gouverneur a nommé la chef de l'État pour y battre ma camouflée, ma caisse, même ma gouverneur. Moi, Nathan Mogoto Ketaki Katanga, en table ronde entre les deux communautés. J'avais proposé au chef de l'État parce qu'il se fait bailler dans Sanissa qui va monter ça qui a sauté à la fin, on avait produit, moi, mon feuille de route dans la mission. Quand il y a un qui sont dans la résidence, nous allons proposer qui était à ça la faute de l'Église-Passage. Tu comprends? À cause de nommer gouverneur, mais avec comme condition non originelle. Il y a brassage. Ça veut dire, brassage c'est quoi? Nous avons l'expérience dans le groupe. Nous voyons dans les vieux Venance Mouka. Où il y a Zaraka gouverneur à l'Équateur. Où il y a Kialola na Nambashi. Basalaka va le choisir. Où il y a Zaraka équatorien. Mais avec son système de brassage et d'acquitter à nommer, mais à garder une idée en Boka. Aujourd'hui, le grand problème, c'est quoi? Nous voulons mettre tous les espaces linguistiques en Boka Rabiso ensemble. Ceux qui m'ont alloué, Kassai, accueilli Équateur, à Monique Alaka dans Congo. Ceux qui m'ont alloué, Ituri, accueilli Lumbashi, à Monique Alaka dans Congo. Et pour la question comme Anawana, na banzi des candidat Tata Mobutu, il y a qu'on nommé avec une commission en brassage et qu'on y a une bâtisse on attend pour le rôle à Yamouz. Parce qu'il y a un brassage, on y a une joie. De Congo, le côté où bâtiment où il y a dans la province où il y a se sentir toujours que non, là où il faut travailler dans ma ville. Mais président, à ce moment-là, on a dans le Bombashi par exemple. Et ça, la bande de Komoussou, Madame Alouba, la Katanga, a changé Congo, a vu Congo à la Katanga, a nommé mais à sa Katanga, mais à sa Mouba. Non, mais toi qui es devant l'élection, il y a ma double nationalité. Les alliés malades. Quelque part, Togo est peine à piège. Les alliés malades par le fait que nous avons besoin de l'expertise. Il y a Bakomolo, Balongwa, Awa, Bakenda ailleurs, Batanga Kuna, Basala, Boibazoma. Mais seulement, tant qu'il y a un fracata, tant que Moutouasali et fracata Namboka, Naza Congolais et Naza Zambien. Akobanda Koye Bisabino, Naza Congolais et Naza Zambien. Parce que, laissez-moi vous dire, Moutounabino Franck Job. Alors moi dans Mboka a voyagé dans passeport belge. Donc quand on est dans Congo, il y a dans la Belgique. Mutu mususu bakotai kokanga awa. Bakangé na Brazza na passeport belge. Mais awa azoloba en tant que Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Au Congo c'est bien parce que toi on a voulu voir que Nous sommes de la commission économie et finances et nous avons travaillé sur quelques grandes lignes, entre autres celles qui partent de la Constitution sur l'économie du pays. La multiplicité des institutions budgétaires, investissement ainsi que la mobilisation des ressources.
Et les 3 piliers ont été retenus, entre autres, les contextes d'élaboration, les fonds des textes, ainsi que les formes. De la composition de membres du bureau de cette commission, vous allez savoir que nous avons eu 4 membres. La présidence est assurée par M. Fernand Tilubouisha, qui est présent avec nous. Nous pouvons clamer pour lui. La vice-présidence plutôt est assumée par nous-mêmes, Mme Eugénie Fouambe. Le secrétariat est assumé par M. Fidel Doizele et le vice-rapporteur est M. Moïse Agnoum. Ici, des 3 provinces, celle du Sankuru, de l'Ituri et du Sud Ubangi. Vous allez savoir que notre commission a été constituée de 20 membres actifs et a participé depuis hier. Jusqu'à présent, ils sont dans la salle. Ici, des 8 provinces, entre autres Sankuru, Ituri, Sud Ubangi, Chopo, Maïndombe, le Nord Kivu, le Nord Ubangi ainsi que Kinshasa. Et par rapport à la méthodologie des travaux, vous allez savoir que nous avons utilisé 2 méthodes. Celle basée sur la réflexion ainsi que celle basée sur la loi fondamentale qui est la constitution de notre pays. Ceci étant, nous allons passer la parole à notre secrétaire rapporteur pour nous présenter les condensés du travail. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, pour la parole. Excellence, Monsieur le Président national du Conseil national de la jeunesse. Excellence, Présidents provinciaux de différentes provinces. Excellence, délégués du territoire et de mairie ou de la ville. Chers invités, bonjour. Comme la présidente vient de dire, je ne veux pas redire ce qu'il a déjà dit. Notre travail se présente comme suit. République démocratique du Congo, Conseil national de la jeunesse, CNJ, rencontre d'engagement patriotique de jeunes sous le thème « Que pense la jeunesse pour la construction de la 4e République ?» Travaux en commission. La commission ECOFIN. Nous avions le contexte. La République démocratique du Congo a une population très jeune de 18 à 45 ans et constitue près du tiers de la population, soit 75% est constitué de jeunes. Cet effectif constitue en lui-même un défi pour la RDC en termes de droits et d'accès à des services essentiels et de développement de leur potentiel. La satisfaction de ces besoins et droits nécessite des investissements importants pour accroître nos capacités à participer pleinement et de manière qualitative dans la gouvernance ainsi qu'au développement social, économique et de notre cher beau pays. Ces situations conduisent la plupart des jeunes dans le désengagement, à la désolidarisation et la non-participation dans la gestion des choses publiques. Et surtout, la non-prise en conscience face aux antivaleurs, à la dépravation des mœurs, favorisant ainsi l'absence de paix dans le milieu familial, social, scolaire et religieux. C'est ainsi, en marge de la rencontre d'engagement patriotique de jeunes, sont venus de tous les coins du territoire national pour réfléchir autour de la thématique que pense la jeunesse de la R2 Congo pour la construction d'une 4e République, considérant que la Constitution est le seul fondement juridique de l'organisation politique, sociale et économique du pays, dans un contexte de mutation économique mondiale et transformation technologique et d'intégration régionale croissante. Les cadres constitutionnels doivent garantir
un environnement propice au développement économique et social, au commerce et aux stabilités financières. Cependant, les lacunes persistent en matière de régulation des marchés, de transparence dans la gestion des finances publiques, de protection des investissements et promotion de la compétitivité économique. Ces assises visent à examiner les enjeux et les opportunités d'une réforme dans les domaines commerciaux, économiques et financiers, afin de doter les pays d'un cadre juridique capable de stimuler la croissance inclusive, d'assurer une justice économique équitable et de renforcer la gouvernance financière. Dans le cadre de cette rencontre d'engagement patriotique initiée par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, il vise à projeter des perspectives pour la construction d'une nouvelle république dont nous émettons des hypothèses suivantes. 1. La première hypothèse. En se référant de l'article 198, il serait mieux que la taille du gouvernement national se limite à 30 ministres en raison d'un ministre par province, tout en laissant le ministère régalien au chef de l'État. Deuxième hypothèse, la suppression de certaines institutions budgétivores et la diminution des traits de vie de certaines institutions. L'objectif est généralement d'apporter une croissance économique en République démocratique du Congo et assurer les social du peuple congolais. Après plusieurs interventions, débats, analyses et réflexions, voici quelques dispositions ou articles en matière de l'économie et finances publiques à problème que nous tentons d'analyser afin de proposer une certaine modification. Le premier article. Article 175 à son alinéa 2, qui détermine les retenues à la source, je crois que la première commission en avait parlé, de 40% de la part de recettes à caractère national allouées aux provinces. Nous proposons que les législateurs puissent proposer des sanctions en cas de non-respect de cet article pour faciliter les provinces à bien émerger. Deuxième article à problème, c'est l'article 176, alinéa 7, portant les conseils économiques et financiers du gouvernement. Cette institution semble être budgétivore. Elle doit être élaguée de la Constitution. Troisième article, c'est l'article 178 à son alinéa 2 et 3, portant sur la nomination et critères de recrutement des membres de la Cour des comptes, que ces derniers soient votés par l'Assemblée, la proposition étant que ces derniers soient votés par l'Assemblée nationale et doivent justifier d'une haute qualification en matière de finances, juridiques et administratives. Le cinquième article est un problème. Article 89 qui parle des émoluments. Les émoluments et la liste civile du président de la République sont fixés par la loi. C'est ce qui stipule cet article. Nous avons proposé qu'on puisse supprimer les émoluments et remplacer ces émoluments par les jetons de présence à la participation à la plénière. La liste civile du président soit définie clairement par la loi fondamentale. C'est la proposition que nous avions émise. Et le sixième article a problème. Les émoluments des membres du gouvernement, cet article stipule que les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi des finances. Que cela soit défini clairement par la loi fondamentale. Donc les salaires des ministres soient définis clairement dans la loi fondamentale. Et aussi, la dotation du Premier ministre soit revue à la baisse.
Le 7e article a problème, c'est l'article 100 de notre loi fondamentale. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Donc nous avions proposé qu'on puisse supprimer le Sénat et aussi qu'on puisse revoir à la baisse et définir aussi clairement dans la loi les dotations de l'Assemblée nationale. En conclusion, nous disons au terme de cette réflexion, la révision de la constitution de la RDC dans les domaines commercial, économique et financier constitue une opportunité cruciale pour adopter les cadres juridiques du pays aux exigences contemporaines. En identifiant les insuffisances actuelles, notamment en matière de gouvernance économique, de transparence financière et de la régulation commerciale, cette réforme peut favoriser un environnement propice à la croissance inclusive, à la compétitivité économique et à l'attractivité pour les investissements. L'adoption des principes clairs en matière de la justice économique, équité dans la distribution des richesses et de gestion rigoureuse des finances publiques renforcera la confiance des citoyens et des partenaires économiques. De plus, elle permettra à la RDC de mieux répondre aux défis régionaux et mondiaux liés à l'intégration économique et à la durabilité. En somme, une réforme constitutionnelle bien pensée et participative peut non seulement moderniser les cadres institutionnels, mais aussi jeter les bases d'un développement économique durable, équitable et aligné sur les aspirations de la population congolaise. Cette réforme exige toutefois une approche inclusive et engagement collectif pour garantir la réussite. Recommandations. Après plusieurs analyses sur les différents problèmes, il se relève que certaines dispositions constitutionnelles constituent des ancrages pour la croissance économique du pays. C'est dans ce sens que nous recommandons ce qui suit. 1. La suppression de certaines institutions déclarées budgétivores telles que les gouvernements provinciaux. 2. Les comités nationaux de suivi des accords. La réduction des nombres de députés nationaux à un seul siège par territoire ou district. Les gouverneurs des provinces soient élus par le suffrage universel direct. La loi qui paye les anciens présidents et les anciens premiers ministres ainsi que les chefs de corps soit supprimée. Uniformisation des salaires des agents et fonctionnaires selon les grades et leurs fonctions. Notre commission est composée de 20 membres, comme l'a dit tantôt la vice-présidente, dont nous avons 3 femmes. Le bureau est composé respectivement de M. Fernand Djiloboucha, qui est le président de la province de Sakourou, Madame Eugénie Fouamba, vice-présidente de la province d'Ituri, M. Fidel Toizele, qui est au Pachois, les rapporteurs de la province de Sidoubangi, et M. Moïse Ayoume Banga, rapporteur adjoint de la province d'Ituri. Je dis et je vous remercie. Président national du Conseil de la jeunesse, Monsieur le Président provincial du Conseil de la jeunesse, chers leaders, sous la direction de son Président national, la jeunesse congolaise représentée par les délégations de toutes les 26 provinces de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, s'est retrouvée du 17 au 19 décembre 2024 dans le cadre paradisiaque
du centre d'atterrissage à Kinshasa-Kitambo pour réfléchir sur le sujet du moment, rencontre d'engagement patriotique, sur la révision ou changement de la Constitution énoncé par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenant compte de son rôle de fer de lance et responsable de l'avenir de ce pays, le délégué de jeunes réunis à ces travaux renouvelle leur total soutien au président de la République, le chef de l'État, le commandant suprême, le magistrat, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de faire sortir notre beau pays de son éternel sous-développement en permettant à la jeunesse de réfléchir sur son avenir. Ainsi, nous tenons à féliciter la vaillance de M. William Kambila, président du Conseil national de la jeunesse, pour son initiative et pour son bon leadership incontestable qui nous marque et nous amène à des victoires certaines. Cher président des conseils provinciaux de la jeunesse, chers jeunes, quoi dire d'autre à vous, monsieur le président? Nous ne pouvons que vous soutenir et vous remercier pour votre sens d'abnégation des services de la jeunesse congolaise quant à ce que vive la République démocratique du Congo, notre beau pays, que vive les 26 provinces qui composent la RDC, que vive le Conseil national de la jeunesse, que vive la jeunesse congolaise. Et oui, la jeunesse congolaise a fait le changement de la Constitution est possible avec la jeunesse congolaise. J'ai dit et je vous remercie. Je commence déjà par me présenter. C'est Jeannot Ilunga Mulamba, ministre de la Justice à l'organisation étudiantine à l'Université de Kinshasa. Alors, le petit résumé que je peux faire de ces assises, c'est que nous nous sommes concentrés ici il y a 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la journée finale. Nous avons eu à épingler toutes les dispositions qui ne privilégient pas le président de la République de régner comme elle a toujours pensé depuis nos ancêtres jusqu'à ce jour. Nous avons eu à analyser tout ce qu'on pensait que c'était des virus contre le président de la République, puisque dans l'imaginaire du peuple congolais, on conçoit le président de la République comme étant un roi. Mais la Constitution du 18 février 2006 le considère comme un simple arbitre, quelqu'un qui règne mais ne dirige pas. C'est ainsi qu'après la déclaration qui sera faite ce soir, chaque jeune va s'approprier de la déclaration qui sera faite d'ailleurs par le président selon toutes les déclarations, toutes les idées qu'on a mises à sa disposition. Et c'est cela qui va lier les jeunes ou la jeunesse à la constitution de la 4e République qui verra les jours d'ici peu. Bon, le dernier mot, c'est que la jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. Ce n'est pas à ces politiciens-là de venir nous dire qu'on peut toucher ou on ne peut pas toucher à la Constitution. Puisque actuellement, chaque personne se pose la question de savoir si c'est la Constitution qui va résoudre les problèmes sociaux de la population congolaise. Alors qu'ici, lorsqu'on change la Constitution, ce n'est pas l'économie du pays qu'on va changer. Ici, on touche à la Constitution où on veut changer la Constitution, ne fût-ce que pour régler des problèmes politiques. Voilà, soyez calmes, apaisez-vous, que personne ne puisse pas vous influencer. D'ailleurs, les anciens belligérants, ce sont eux qui se sont appropriés de cette lutte pour dire non au changement de la Constitution, alors que ce sont eux qui nous ont amenés dans tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, que ce soit les opposants, que ce soit les gens de la majorité, ils n'ont pas de leçons à nous faire. Actuellement, c'est les jeunes qui vont s'approprier de la lutte et nous allons changer cette Constitution. Africa cool, et après cool, Africa cool, après cool, le quoi cool ma topi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co,
bakosa bino confiance. En tout cas nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo lamba lelo lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.